L'Ouest canadien, une terre indomptable, inhabitable même au-delà du cercle polaire, sauf pour quelques animaux résidents permanents ou temporaires. Quand le redoutable hiver s'installe dans ces régions du Grand Nord, une seule alternative, s'adapter ou fuir. Modifier ses comportements pour résister au froid ou à l'absence de ressources, ou bien migrer, comme les caribous, vers les forêts situées plus au sud, en attendant le retour des jours sans fin. Dans les deux cas, il faut, pour survivre dans ce havre de nature sauvage, un savant mélange d'endurance et d'audace. D'infatigables voyageurs annoncent le retour du printemps. Des saumons du Pacifique. Ils sont attendus de pied ferme. Les ours bruns, qu'on appelle grizzly dans ces régions, sont les plus gros mangeurs de saumon de l'Ouest canadien. Ces saumons ont parcouru 2 à 3 000 km pour revenir frayer dans leur rivière natale. Quand ils ne périssent pas sous la dent d'un ours, ils meurent d'épuisement ou dans leur course folle se blessent sur les rochers. 20% d'entre eux seulement atteignent les gravières où ils ont éclos. Ceux qui ont échappé aux ours et poursuivent leur invraisemblable retour aux sources sont en butte à un autre danger, venu du ciel celui-là. « 2 mètres à 2,20 mètres d'envergure, une vue perçante, un vol souple et silencieux, le pigargue à tête blanche est capable d'emporter entre ses serres puissantes un saumon de 10 à 12 kilos. Ces canards plongeurs, des harles-bièvres, ne sont pas dans le collimateur du pigargue. Il se nourrit en priorité de poissons, ajoutant à ce régime des à côté tels que des petits oiseaux happés en vol ou des rongeurs. Les harles-bièvres élèvent parfois leurs oisillons en commun, dans des sortes de crèches confiées en alternance à quelques mères. Cela permet aux femelles qui ont jeûné tout le temps de la couvaison d'aller enfin se nourrir. Pendant ce temps, la petite classe s'entraîne au difficile exercice de l'envol sur l'eau. Les Indiens vénéraient le pigargue à tête blanche comme le symbole du soleil et du vent. L'Amérique moderne a vu en lui un emblème de lumière et de liberté et en a fait son oiseau totem. Le rafting dans les rapides n'est pas du goût de ce pêcheur patient et flegmatique qu'est le grand héron. Un sédentaire qui ne migre vers le sud que lorsque les eaux gèlent et qui ne peut plus y pêcher. Elle, c'est l'enfant terrible de ces rivières, la loutre du Canada. Une habile nageuse, mais une grande joueuse aussi. Pour beaucoup de nations indiennes, elle symbolise la joie et l'insouciance. À l'approche de l'été, quelques lettres de l'alphabet s'inscrivent dans le ciel de l'Ouest canadien. Ces V et ces W sont l'œuvre d'oies, de canards, de cygnes et de divers échassiers qui viennent se reproduire ici. Tous ces oiseaux migrateurs devront trouver un site de nidification sans déranger les grands corbeaux, qui eux n'ont pas quitté ce territoire et sont déjà tout occupés à leurs parades amoureuses. Le grand corbeau fait partie des rares habitants permanents des régions arctiques. Un héros en quelque sorte. C'est peut-être pour cela qu'il tient une place si importante dans les mythes fondateurs des Indiens. On lui attribue la création de la lumière, du feu et de l'eau. Et on lui prête une intelligence hors du commun.
Lac, étang, rivière ou marécage, les bernaches, les oies du Canada, n'ont que l'embarras du choix quand elles cherchent un endroit où nicher. Ces grandes oies, de 1,20 m à 1,50 m d'envergure, aménagent dans les buissons, toujours à proximité de l'eau, un grand lit de végétaux qu'elles garnissent de duvet. Souvent, plusieurs nids sont regroupés en petites colonies. Même lorsque l'été arrive, la luxuriance n'est pas de mise au nord du cercle polaire. La toundra ne peut produire qu'une végétation très basse à l'épreuve de l'hiver arctique. Des mousses et des lichens, des buissons rampants ou de maigres arbustes nains. Mais, aussi chétifs soient-ils, certains de ces buissons donnent des baies pleines de vitamines que les ours bruns apprécient beaucoup. On se demande d'ailleurs ce que cet ours n'apprécie pas en matière de nourriture. Il peut aussi bien se gaver de fruits que de carex, une herbe riche en protéines crues, grignoter des racines et pourquoi pas, comme ici, des plantes aquatiques. Et tout cela ne l'empêchera pas de se jeter à la première occasion sur un lièvre ou un jeune wapiti. Ce busard Saint-Martin n'a pas à s'inquiéter. Les oiseaux font partie des rares créatures que les ours jugent immangeables. Non, décidément, c'est sans regret. La brièveté de l'été arctique exige que tout dans la nature se multiplie et s'épanouisse rapidement. Les plantes n'ont que 2 mois pour effectuer leur cycle complet de la germination à la production de graines. Les ours disposent d'à peine 4 mois pour reprendre du poil de la bête au sortir de leur hibernation et faire de nouvelles réserves de graisse avant de retourner dans leur tanière. Et dans ce laps de temps, les femelles qui ont achevé l'éducation de leurs oursons doivent s'accoupler à nouveau. Ce n'est pas prudent pour un caribou de s'éloigner de son troupeau. Encore qu'un adulte portant des bois aussi impressionnants soit une proie impossible pour un grizzly. Caribou et renne sont une seule et même espèce. Renne est le nom qu'on donne aux caribous sauvages ou domestiques d'Europe et d'Asie. Les caribous portent des bois qui tombent et repoussent chaque année, mais ils sont les seuls cervidés chez lesquels mâles et femelles arborent cet attribut. C'est peu dire que le caribou jouait autrefois un rôle essentiel dans la vie des peuples du Grand Nord. Pour la nourriture, bien sûr, sa viande contient 2 fois plus de protéines que celle du bœuf. Pour les vêtements chauds et douillets qu'on peut faire avec sa fourrure. Pour les objets utilitaires aussi. Les Inuits fabriquaient avec ses os des aiguilles et divers ustensiles. Avec ses bois, des arcs et des flèches. Autre cervidé, autre mœurs. L'élan ou l'orignal n'est pas du tout grégaire, c'est au contraire un solitaire acharné. C'est le plus grand des cervidés. Il ne rompt sa solitude qu'en période de rut vers le mois de septembre. À ce moment-là, s'il s'agit comme ici d'un mâle adulte, ces bois à large empaumure pourront peser jusqu'à 30 kg pour une envergure de 2 mètres. Pour l'instant, c'est le plein été et l'élan a fui la taïga infestée de moustiques pour migrer vers le nord. Dans les lacs de la toundra, il passe ses journées à brouter des plantes aquatiques, soucieux de reconstituer ses réserves d'énergie pour les combats rituels de l'automne. Les petits vivent avec leur mère pendant 1 an et s'émancipent juste avant que celle-ci ne donne naissance à un nouveau faon. Même en plein été, la brume s'attarde parfois au fond des vallées et préfigure déjà l'approche de l'automne. Les grizzlies continuent à parfaire leur embonpoint.
Pas question pour eux de vivre comme l'oiseau sur la branche. Pour affronter l'hiver, il leur faudra une couche de graisse sous-cutanée de 10 à 15 cm d'épaisseur. Se gaver, c'était chose facile il y a quelques semaines dans les rivières à saumon. Seulement, la saison tire à sa fin. La Chilkat River ne bouillonne plus sous l'affluence des saumons migrateurs. Cette femelle et ses 3 oursons peuvent tout juste explorer les berges, dans l'espoir d'y trouver quelques carcasses de saumon morts après avoir accompli son pèlerinage aux sources. On peut aussi tenter sa chance en se postant au milieu de la rivière pour intercepter d'éventuels déchets emportés par le courant. Une ours a généralement 2 petits, parfois 3, qui naissent fin janvier, début février. Elle les garde auprès d'elle pendant 2 ans. Au bout de ce temps, ils sont censés avoir intégré les techniques de pêche et de chasse. Ils sont initiés et peuvent suivre seuls le fil de leur existence. Il est plus facile évidemment pour les aigles pêcheurs de repérer les saumons qui remontent le cours des rivières ou partent à la dérive. Contrairement aux ours qui sont assez myopes, ils ont une vue perçante et les observatoires ne manquent pas au bord de l'eau. Acquérir la technique, c'est essentiel, mais il y a bien d'autres choses à savoir pour être un ours. Entre autres, dans quel bras d'eau ou dans quelle vallée il faut attendre les saumons et à quel moment de l'année. Tout cela s'apprend à l'école maternelle. Juste pour ne pas perdre de poids, une femelle avec des petits doit consommer au moins 4 saumons par jour. À ce rythme, elle grossira d'une centaine de kilos au cours de l'été. Il n'en faut pas moins à un grizzly adulte pour préparer le long hiver. S'il n'a pas emmagasiné assez de graisse, il ne reverra pas le printemps prochain. Manger est donc une affaire très sérieuse. Le retour des saumons ne bénéficie pas aux seuls carnivores. La nature elle-même se nourrit de cette manne, car les arbres des forêts environnantes absorbent l'azote des poissons qui se décomposent sur les berges et au fil de l'eau. C'est une énorme réserve d'énergie qui profite à bien d'autres espèces. Sur les berges flânent aussi des ours noirs, des baribales. Ils ne font pas aux grizzlies une concurrence acharnée puisqu'ils sont surtout végétariens. Les baribales vivent dans la forêt et savent d'ailleurs dès leur plus jeune âge grimper aux arbres, ce dont les grizzlies seraient bien incapables. Aux grizzlies, il faut les grands espaces, les vallées et les plateaux de la toundra, qu'ils arpentent inlassablement sans craindre aucun prédateur, sauf les loups qui attaquent parfois les oursons.
les aliments les plus riches que cette nature ait à lui offrir, l'ours brun a un nez, un odorat subtil qui sait analyser, repérer à distance ce qui est bon pour lui. Cela suppose de marcher pendant des heures parfois. L'endurance, encore une chose que la maman ours inculque à ses oursons. Et le long du chemin, il y a les indispensables leçons de botanique, car il est important de savoir distinguer les plantes vénéneuses des espèces comestibles, telles que la Sherpédia du Canada, l'empêtre noir ou l'érelle des marais. Les mâles, eux, ne s'occupent absolument pas de leur progéniture. Ils passent le printemps et l'été à manger, bien sûr, et à chercher une femelle disposée à s'accoupler. Pas si facile pour un mâle en rut d'attendre. Bien souvent, il forcera le destin. S'il a repéré une femelle accaparée par ses oursons, il n'hésitera pas à tuer ces derniers pour pouvoir approcher celle qu'il convoite. Auquel cas, la mère défendra férocement ses rejetons. On parle toujours de l'hibernation de l'ours brun, mais certains scientifiques pensent plutôt qu'il hiverne. Sa léthargie n'est pas profonde. La température de son corps baisse juste assez pour ralentir son métabolisme et lui permettre de vivre sur ses réserves de graisse. Il perdra d'ailleurs jusqu'à 150 kg pendant son sommeil hivernal. Les oursons qui sont encore allaités par leur mère ont un apport calorique suffisant pour ne pas passer toute la journée à manger. Ils ont largement le temps de jouer. Les adultes, en revanche, doivent manger chaque jour 30 à 40 kg de baies ou de plantes pour être rassasiés. Cela s'explique par l'évolution biologique de l'ours brun. À l'origine, il était carnivore. Devenu omnivore au fil du temps, il mange à présent plus de végétaux que de viande, mais son système digestif est resté celui d'un carnivore et il retient très peu des éléments nutritifs contenus dans les végétaux. C'est pourquoi il doit en ingurgiter des quantités phénoménales. Suivre sa maman et l'imiter dans tous ses gestes est aussi un jeu au début, mais un jeu éducatif qui apprend aux oursons à reconnaître les fruits et les plantes qui sont bons pour eux. L'été est très bref dans ces régions du Nord, mais quelle intensité! Pendant près de 2 mois, il fait jour presque 24 heures sur 24. Cet ensoleillement permanent engendre une explosion végétale dans toute la toundra. En quelques semaines, 400 espèces de plantes différentes viennent colorier cette immensité si monotone le reste de l'année. Plus on monte en altitude ou plus on approche du pôle, plus ces plantes se raréfient, jusqu'à être totalement absentes des crêtes montagneuses. Ces montagnes seraient le domaine exclusif des chèvres et des mouflons si elles n'étaient constamment survolées par ce souverain prédateur, l'aigle royal. C'est surtout pour les chevreaux de l'année que l'aigle représente un danger. Mais un danger qui fait beaucoup moins de victimes que les éboulis et les avalanches très fréquents sur ces arêtes exposées. Les chèvres de montagne ont beau être agiles et dotées de sabots fendus qui adhèrent bien au sol, sur de telles pentes, nombre d'entre elles dérapent et finissent au fond du ravin.
Quand la faim les tenaille, c'est au mépris du danger qu'elles se lancent à l'assaut de ces vastes étendues rougies par les lichens, la plante qui pousse encore à des altitudes interdites à toutes les autres. Les chèvres de montagne ne migrent pas. Elles transhument au gré des saisons des pâturages d'hiver au pâturage d'été et inversement. Elles trouvent dans les herbages des vallées une grande diversité de végétaux, graminées, joncs, fougères, arbrisseaux et résineux. Les cabris nés au printemps broutent occasionnellement dès l'âge de 2 semaines, mais ne sont totalement sevrés qu'en septembre. L'été, au-dessus des alpages et des pitons rocheux, les aigles royaux passent des heures à tournoyer très haut dans le ciel, à l'affût de leur proie, marmottes, lièvres, agneaux ou chevreaux. Tant que ceux-ci restent près de leur mère, ils sont moins vulnérables. Les vallées sont le domaine du plus doué des architectes paysagistes, le castor. Architecte parce qu'il construit au milieu des rivières des huttes fort bien faites, protégées par des barrages. Paysagiste, car ce faisant, il modifie en peu d'années la topographie des lieux. Édifier et entretenir ces digues suppose des heures et des heures de travail quotidien. Si le castor nage aussi bien, c'est en partie grâce à sa queue en forme de pagaie. Elle lui sert également à s'équilibrer quand il doit marcher sur la terre ferme où il est un peu pâteau. Pendant tout l'été et l'automne, outre les travaux de maçonnerie, les castors font des réserves de branchage qu'ils vont planter dans la vase au fond de l'eau, à proximité de leur hutte dissimulée à tous les regards. Écorces, branches, feuilles et bourgeons de tremble, de peuplier ou de bouleau, un adulte consomme 1 kg de nourriture par jour en été, et moitié moins l'hiver. Les réserves qu'ils font sont surtout destinées à leurs petits. Les castors symbolisent l'ardeur au travail, la prévoyance et peut-être aussi un certain esprit de famille. Le mâle et la femelle, unis pour la vie, aménagent ensemble un foyer où leurs petits seront choyés et protégés pendant 2 ans. Le mâle quitte la hutte dès leur naissance. Il retrouvera sa partenaire lorsqu'elle sera à nouveau disponible pour s'accoupler. Bûcheron avant que d'être architecte, le castor est capable de couper avec ses incisives tranchantes comme des ciseaux à bois des arbres de 40 cm de diamètre. C'est le plus grand des rongeurs. Mais en général, il a surtout besoin de branchages pour aménager sa hutte. Il est assez malin pour les couper en amont de la rivière, ainsi le courant l'aidera à les transporter jusqu'à son chantier.
Un autre rongeur semble observer l'architecte au travail. C'est un spermophile arctique. En russe, on l'appelle souslik et siksik dans la langue des Inuits. Il habite tous les territoires du Nord, que ce soit en Europe ou en Amérique. Quand il ne se laisse pas aller à la curiosité, comme ici, le souslik fait tout l'été des réserves de graisse en ingurgitant à longueur de journée, et Dieu sait si les journées sont longues à cette saison, des racines, des bulbes, des feuilles, des graines, des champignons, parfois même des petits animaux. Une fois bien gavé, l'hiver venu, le souslik ira hiberner dans les galeries qu'il aura creusées avec les autres membres de sa colonie, dans le sol meuble de la toundra. Pendant ce temps, le castor continue son ouvrage. Il doit sans cesse consolider ses barrages qui peuvent atteindre 100 mètres de long et plus d'1 mètre de haut. En édifiant ces digues, le castor fait monter le niveau de l'eau et élargit ainsi son territoire aquatique. Dans ces régions arctiques, les castors ont véritablement remodelé le paysage. Grâce à leurs barrages sont apparus des prairies, des marais, des bras d'eau, où vivent toutes sortes d'autres animaux. Ce majestueux rapace, par exemple, le faucon gerfaut. C'est le plus grand des faucons, 50 à 60 cm de haut et jusqu'à 1,60 m d'envergure. 2 fois par an, pour mieux se fondre dans son environnement, le gerfaut change de plumage, variant subtilement du beige clair au brun sombre. Les lagopèdes des saules, ses proies préférées, font souvent les frais de cet artifice et plus encore de ses remarquables talents de chasseur. Mais à malin, malin et demi. De façon encore plus fréquente et plus spectaculaire, le lagopède modifie sa livrée pour passer inaperçu aux yeux de son ennemi juré. Sédentaire, le faucon gerfaut séjourne toute l'année dans les régions arctiques. Seuls les jeunes et de rares adultes migrent l'hiver vers les zones plus tempérées. Quant au lagopède, il s'adapte lui aussi aux variations du climat et reste dans le même habitat été comme hiver. Comme on le verra, il surpasse largement le faucon gerfaut dans l'art du camouflage. Il a fait des forêts de pins de la toundra son terrain d'aventure. C'est l'écureuil roux. Intrépide, curieux de tout et rapide comme une météore. Surtout comparé aux placides caribous traversant occasionnellement lacs et rivières. Pour l'agilité et la curiosité, l'écureuil a cependant un concurrent, une sorte d'alter ego version souterraine, le chien de prairie. Le domaine du chien de prairie s'étend sur 4 à 5 hectares. C'est un réseau complexe de galeries peu profondes qui desservent des terriers et des chambres bien adaptés à sa vie communautaire. Il n'hiberne pas et ne fait pas de réserve de nourriture. L'écureuil roux, lui, fidèle à la réputation de prévoyance dont jouit la famille, accumule un maximum de victuailles pour l'hiver, sans oublier d'en ingurgiter le plus possible tout au long de l'été. Entre la toundra arctique et la forêt boréale s'étendent des forêts clairsemées, tapissées à cette époque de dizaines d'espèces de lichens, la taïga. C'est ici que viendront se réfugier les caribous quand l'hiver deviendra trop rude.
La taïga représente la plus vaste forêt de conifères au monde. Sa superficie égale 30 fois celle de la France. Quand l'automne arrive, l'élan quitte peu à peu la toundra arctique et regagne la taïga, puis les forêts boréales, son domaine favori. Les Canadiens l'appellent d'ailleurs le monarque des forêts. Plus on descend vers le sud, plus les conditions climatiques sont favorables aux feuillus, tels que le peuplier baumier, le bouleau, le saule et l'aulne. Le coyote est l'être vivant le plus doué tout de suite après le créateur de ce monde. C'est ce qu'affirment certains Indiens. Un être doué est plein de contradictions, à la fois courageux et lâche, calculateur et opportuniste. Sa qualité la plus étonnante, savoir s'adapter. Ce qui lui a permis de survivre à tout, à la glaciation, aux famines, aux inondations, car le coyote était déjà présent en Amérique du Nord il y a 40 à 50 millions d'années. On pourrait ajouter à ce portrait la persévérance. Quand il a décidé de s'offrir un lapin ou un rongeur, le coyote ne renonce pas avant d'avoir débusqué sa victime. Piquants fixés dans une couche de muscles. 30 000 hameçons qui s'enfonceront dans la chair du prédateur jusqu'à son cerveau, provoquant sa mort. Voilà de quoi dissuader même le renard, réputé le plus rusé des chasseurs, de s'attaquer au porc-épic. Et le porc-épic, ne serait-il pas dans le bestiaire des Indiens la créature la plus insaisissable après Dieu ? L'été touche à sa fin dans la toundra. L'automne sera pour tous les animaux une période de transition, de transformation. Certains pressentent déjà l'arrivée du terrible hiver auquel il faudra résister. Les bois des élans ont achevé leur croissance. C'est le moment où le tissu vivant qui les recouvre, le velours, commence à tomber. Frotter ces bois contre les arbustes permet de se débarrasser plus vite de cette peau desséchée. En novembre ou décembre, après la période de rut, les mâles perdront ces attributs devenus inutiles. Ils ne repousseront qu'au printemps. Chez les caribous, l'histoire chronologique des bois est un peu plus complexe, puisque mâles et femelles en sont pourvus. Les mâles perdent leur magnifique ramure en novembre-décembre après le rut et les combats qui l'accompagnent. Les femelles ne les perdront qu'au printemps après avoir mis bas. La raison de ce décalage est que les femelles ont besoin de leur bois pour dissuader les mâles de venir brouter dans les pâturages où elles se nourrissent avec leurs petits. Les caribous doivent passer eux aussi par une phase peu glorieuse avant que la chute totale du velours ne dévoile les ramures dans toute leur majesté. Les cygnes avant-coureurs de l'hiver se multiplient maintenant. Le ciel souvent couvert se peuple d'oiseaux migrateurs, des oies, des bernaches qui partent vers le sud. Les jeunes élans, nés fin mai début juin, pèsent déjà entre 160 et 180 kg et sont solides sur leurs pattes. Il le faut, car l'hiver, même avec une mère attentive à ses côtés, sera difficile à vivre. Il arrive que les femelles donnent naissance à 2 faons. Et parfois, elles se rassemblent en petits groupes d'une vingtaine d'individus, alors que les mâles redeviennent farouchement solitaires après le rut.
Les cortèges douarilleux en partance pour la Californie sont de plus en plus nombreux. L'hiver approche à grands pas. Bien alourdis maintenant par leur gavage intensif de l'été, les grizzlies vont devoir songer à trouver l'endroit propice pour aménager leur tanière, à moins qu'ils ne retournent comme c'est souvent le cas dans celle qu'ils occupaient l'hiver dernier. Tous les animaux, mammifères ou oiseaux, qui ont fait du Grand Nord leur habitat permanent doivent s'imposer dès maintenant leur propre politique de rigueur et cultiver leur volonté de survivre. Les castors sont peut-être les mieux organisés de tous. Leur gîte sous l'eau est prêt. Il sera protégé par une couche de glace et donc inaccessible au froid mordant qui va s'emparer de la toundra arctique pendant 8 longs mois. L'arrivée de l'hiver provoque chez tout être vivant des bouleversements hormonaux qui entraînent des changements de comportement. C'est cette métamorphose qui pousse les migrateurs à partir, les hibernants à préparer leurs repères, les mammifères à changer de poil et les oiseaux de plumes. Et puis naturellement, il faut s'habituer à une nourriture moins riche, moins abondante. Ainsi, dès les premières neiges, les élans doivent chercher de quoi se nourrir ailleurs que sur le sol. De longues journées de marche attendent aussi les mouflons de dalle d'un blanc immaculé et les mouflons de stone mi-blanc mi-noir. L'hiver, ils doivent souvent gratter la couche neigeuse pour pouvoir grignoter des plantes et des racines. Sur ces pentes enneigées, les mouflons croiseront parfois des lynx roux. Les 3/4 de leur proie sont des lièvres, mais il leur arrive aussi de s'attaquer à des renardeaux ou à de jeunes cervidés, très rarement aux mouflons, ou alors sans aucune chance de succès. Les mouflons ne sont ni sédentaires ni migrateurs. Ils effectuent de vagues transhumances toute l'année en fonction du temps qu'il fait et de la richesse alimentaire du lieu. Ainsi, ils passent une grande partie de leur temps dans les pâturages d'hiver situés à 3000 mètres d'altitude et orientés au sud. Quand les hivers sont trop enneigés ou que la neige est gelée, ils montent vers les crêtes soufflées et dégagées où il est plus facile de se nourrir. On peut être un habile grimpeur avec un corps trapu et une queue peu propice aux exercices d'équilibre. La preuve. Pourquoi ce lynx a-t-il entrepris une aussi dangereuse ascension? Par simple jeu ou pour guetter des proies? Les élans mâles ont maintenant perdu leurs bois qui ne servent plus à rien après les combats rituels de la saison des amours. Ils retrouvent leur vie solitaire. Dépourvus de leur panache, les mâles ne se différencient plus aussi bien des femelles. Mais qu'importe cette distinction pour les chasseurs? L'hiver est la meilleure saison pour traquer les élans, simplement parce que les empreintes qu'ils laissent dans la neige les trahissent. Un élan, cela représente 350 à 400 kg de viande.
de quoi nourrir une famille pendant plusieurs semaines. C'est pourquoi les Indiens qui habitaient ces régions avaient fait de l'élan leur proie de prédilection. Mais ils le chassaient toujours en fonction de leurs besoins, fidèles au principe de respect de la nature qu'ils s'étaient imposé. Les cerfs d'Amérique ont quitté les prés alpins où ils broutaient cet été pour chercher la protection des vallées boisées. Leur régime hivernal sera assez restreint. De jeunes pousses qu'ils iront dénicher sous la neige, des bourgeons, des branchages. On les connaît aussi sous le nom de wapitis que leur ont donné les Indiens Shawnee. Ils ont l'habitude de marquer leur territoire en raclant l'écorce des jeunes arbres. L'odeur ainsi gravée dans le bois est censée indiquer la limite que les autres cerfs ne doivent pas franchir. La petite tache blanche de leur queue sert de signal d'alarme pour annoncer un danger. Les wapitis ont d'ailleurs beaucoup de prédateurs à redouter, et non des moindres. Aucun animal n'a été aussi décrié que le loup. Symbole du mal, incarnation du diable, il a été chassé presque jusqu'à l'extermination. Pourtant, loin d'être des bêtes féroces et sanguinaires, les loups sont juste des super prédateurs qui ont fondé l'une des sociétés les plus évoluées du monde animal. Ils communiquent par toutes sortes de postures qui traduisent la soumission, l'intimidation, la provocation. Mais pour rassembler la meute, pour faire valoir leurs droits sur un territoire, ils utilisent la forme la plus expressive de leur langage oral. Toute leur existence est centrée sur la survie du clan. Une communauté complexe avec des rapports hiérarchiques précis. Les petits sont élevés par l'ensemble de la meute, les chasses décidées par le chef et menées à bien par les adultes les plus vigoureux. Chasser en groupe leur permet de s'attaquer à de grands herbivores. La neige. À première vue, un simple phénomène atmosphérique. Mais quand on y regarde de plus près, on peut voir en elle une chose vivante. Elle est mouvante, adopte des formes très diverses, elle mûrit, elle vieillit. Les Inuits ont au moins 80 mots pour qualifier la neige. On dit dans le Grand Nord que celui qui n'a pas de rêve est condamné à mourir de froid. Alors les lagopèdes sont sans doute de grands rêveurs, car ils passent tout l'hiver dans le haut Arctique, comme 6 ou 7 autres espèces d'oiseaux. Pour le renard roux, doté d'un pelage bien fourni, résister au froid n'est pas vraiment un problème. Manger à sa faim est déjà plus difficile, même s'il est assez opportuniste pour ne dédaigner aucune proie. Et doué en outre d'un flair et d'une ouïe remarquables qui lui permettent de détecter la présence de lemmings ou de campagnols sous plus d'1 mètre de neige. En hiver, les lagopèdes, qu'on appelle aussi perdrix blanches, se concentrent dans les fonds de vallées où poussent des aulnes. Ces arbres ont la particularité de bourgeonner en automne afin de gagner du temps sur l'été, trop court pour fabriquer des bourgeons, puis des feuilles et des fleurs. Les bourgeons sont protégés par une substance antigel que secrète l'arbuste, mais pas contre les coups de bec des lagopèdes qui s'en régalent tout au long de l'hiver.
Les lagopèdes ont accompli leur plus surprenant numéro de camouflage en revêtant ce plumage immaculé qui les rend invisibles aux yeux des prédateurs. Leurs pattes se sont couvertes de plumes épaisses qui font office de raquettes, leurs griffes se sont allongées pour faire crampon dans la glace. Au creux de l'hiver, dans la toundra canadienne, la réalité est réduite à sa plus simple et sa plus brutale expression, moins 40 degrés. Le froid atteindra son paroxysme en décembre avec moins 60. Pendant quelques mois, le soleil disparaîtra complètement, laissant le paysage dans une sorte de crépuscule bleuté. Maintenant, les élans ont tous quitté leur quartier d'été, la taïga. Les voici cantonnés au fond des vallées gelées, par groupes de 15 à 20 individus, surtout des femelles et des jeunes. Ils doivent se déplacer constamment pour trouver de quoi se nourrir. La nature est réduite à une terre gelée et presque stérile. Mais au risque de mourir, il faut prendre ce que ce désert veut bien vous offrir. Des branches de saule et d'aulne, des écorces et parfois, à condition que les élans grattent la neige du bout de leurs sabots, quelques végétaux plus tendres. Les élans peuvent trotter dans la neige profonde avec leurs très longues pattes, mais leur corps est tellement lourd qu'ils se fatiguent très vite. C'est ce qui assure d'ailleurs la victoire des loups lorsqu'ils attaquent en groupe un élan isolé, souvent un jeune ou un adulte malade. Malgré toutes ces difficultés, tous ces dangers, les élans devront tenir, résister jusqu'à la renaissance du printemps. Pour les caribous de la toundra, impossible de passer l'hiver dans le Grand Nord. Avant que le froid ne vitrifie totalement le sol et les lichens dont ils se nourrissent, ils mettent cap au sud. Ce sont les femelles qui ont pris l'initiative du départ. C'est la dynamique collective qui porte ensuite sur des centaines de kilomètres ce troupeau de 80 à 100 000 bêtes. La migration des caribous symbolise mieux que toute autre chose la liberté de la vie sauvage. Quant au caribou lui-même, il est pour les Inuits un dieu tutélaire et incarne pour d'autres l'esprit du Grand Nord. Il possède à la fois la résistance indispensable pour survivre dans ces conditions extrêmes, l'énergie de parcourir inlassablement ces espaces sans limite, la capacité de se fondre dans ce monde aussi impitoyable que magique.